Bienvenue à cet atelier qui va aborder le sujet du choix de son CRM sur le cloud français que nous avons l'agréable occasion de présenter avec Numergy qui est notre partenaire hébergeur et Coriolis Telecom qui est notre client et qui utilise la solution Dynamics CRM sur laquelle est basée cette solution CRM dont nous allons parler dans cette présentation. Donc nous sommes en compagnie de Rémi Gaudy qui est le DSI de Coriolis Telecom qui va nous présenter un retour d'expérience sur Dynamics CRM pour le B2B. Ensuite, je vous présenterai le sujet comment sécuriser son application sur le cloud CRM, comment bien choisir sa solution, son prestataire, son hébergeur, par quels éléments clés. Et pour finir, Patrick Dubus-Pesquet, qui est directeur technique de Numergy, va nous montrer la checklist avant de s'engager sur le cloud et aborder la question, un cloud pour qui et pourquoi. Donc je vais, sans plus attendre, passer la parole à Rémi Gaudy, qui utilise donc avec Coriolis Telecom la solution Dynamics CRM. Je vérifie le micro. Les micros sont branchés parce que... Ah oui. Alors là, ça a l'air d'être bon. Ouais, non, c'est bon, parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Rémi Gaudy, je suis DSI de Coriolis Telecom. Je suis un ancien de Microsoft, puisque j'ai travaillé en tant qu'architecte d'entreprise chez Microsoft et anciennement aussi un ancien consultant dans le secteur des télécoms. Et j'ai repris la direction des systèmes d'information de Coriolis il y a à peu près 6 mois. Et parmi les sujets que j'ai eu à adresser, il y a le sujet évidemment de CRM Dynamics, puisque c'est un des sujets sur lequel un des je dirais, applicatifs dans notre environnement qui est quand même fortement Microsoft, sur lequel on fait des investissements importants, puisqu'il va servir, je l'expliquerai tout à l'heure, à un certain nombre de fonctions au sein de Coriolis Telecom. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on aura une séance de questions-réponses à la fin de ce témoignage. Je vais quand même préciser pour ceux qui ne savent pas qui est Coriolis Telecom, puisque tous ne sont peut-être pas censés savoir qui est Coriolis Telecom. Donc je ne vais pas faire par passer en revue, je dirais, l'ensemble de notre chronologie, mais par contre, juste dire deux choses. On est quand même on est ce qu'on appelle un MVNO, donc un opérateur virtuel, avec une activité assez diversifiée, puisqu'aujourd'hui, on fait à la fois de la téléphonie pour le grand public, pour les entreprises, qu'on a des activités, on passe par des distributeurs, donc on a un réseau d'affiliés qui est Telephone Store, et puis on a une activité de centre d'appel aussi, et donc ça veut dire qu'on connaît bien tout ce qui est CRM notamment, et on a aussi une activité de vente de terminaux et d'accessoires. Donc ça, c'est vraiment les 4 activités clés de Coriolis. Et globalement, l'utilisation qu'on a fait de CRM Dynamics, c'est vraiment pour toute notre partie force de vente à la fois directe et indirecte, puisqu'on a je dirais des entités commerciales régionales qui sont aujourd'hui donc effectivement en province. On a, je dirais, un site marchand et on a un réseau de franchisés, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Juste pour décrire un petit peu en termes d'utilisation qu'on fait aujourd'hui de CRM Dynamics, donc on est passé sur la version 4 en 2010. On a à peu près aujourd'hui 90 utilisateurs de CRM Dynamics, voire un petit peu plus, dont 25, un peu plus d'une vingtaine qui sont aujourd'hui ce qu'on peut appeler des chargés de prospection, qui vont être plutôt et qui sont basés en Tunisie, qui vont eux faire de la qualification de prospects, je dirais de prospects. On a notre réseau de commerciaux et assistance commerciale qui est autour de 55 personnes qui vont s'occuper en agence d'aller faire les rendez-vous, de prendre des commandes, etc. Et on a en mode pilotage un peu global, en centrale, à peu près 10 personnes qui font à la fois le management et le support aux opérations globalement. Donc toutes ces personnes-là aujourd'hui utilisent CRM Dynamics et des fonctions différentes de CRM Dynamics et de la solution qu'on
qu'on a mises en place autour de CRM Dynamics. Donc sur le périmètre fonctionnel, ce qui est important, c'est qu'on couvre à la fois tout le processus de prospection, depuis l'intégration de fichiers de prospects jusqu'à la qualification des prospects. On va intégrer toute la partie plus marketing, on va faire des gestions de campagne pour pouvoir appeler ces prospects-là, leur proposer nos offres et convenir de rendez-vous. Et ensuite, on va rentrer plutôt dans le process commercial où, suite à ces prises de contact et ces prises de rendez-vous, on va planifier le portefeuille de contact et de prise de rendez-vous et le pipe commercial avec l'ensemble de nos commerciaux. Tout ça, c'est fait aujourd'hui sur CRM Dynamics. On a fait quelques adaptations, par exemple sur la partie pour les commerciaux, on a mis en place, à la limite, je pense que ce qui est peut-être intéressant, c'est de revoir un petit peu les projets qu'on a mis en place. Donc on a fait un projet autour de... On est aujourd'hui sur un projet où on est en train de coupler tout ce qui est CRM Dynamics avec notre outil de centre d'appel qui nous permet de gérer notamment tous les appels sortants et d'alimenter avec les bases clients qu'on a mis dans CRM Dynamics qu'on a qualifiées, l'ensemble des appels qu'on passe, je dirais, via notre outil de centre d'appel qui est EasyPhone. On a mis en place une fiche de prospection un peu simplifiée en fait, qui permet de voir sur les prospects qualifiés, je dirais l'essentiel, et ça c'est plus à destination des commerciaux pour qu'ils aient une vue synthétique en un seul écran je dirais du prospect ou du client qu'ils vont rencontrer. On est un peu dans des actions de dédoublonnage et de cleaning des données parce que comme on intègre des fichiers venant de différentes sources, on a toujours un peu de nettoyage à faire de la base de données et en plus, on fait, je dirais, un recouvrement avec nos clients, puisqu'on prend des clients par d'autres canaux, donc il faut absolument s'assurer que la base de prospects est la plus à jour possible. Et bien sûr du reporting pour pouvoir donner un peu une visibilité sur où est-ce qu'un commercial en est dans son pipe dans son pipe commercial, pipe de prise de rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment pour tous ces sujets-là qu'on utilise CRM Dynamics. Aujourd'hui, on est encore à la phase de haut de projet à étudier et d'études d'opportunité sur le passage en mode SaaS de CRM Dynamics. Donc on n'a pas encore fait l'étude, mais c'est quelque chose qu'on va lancer certainement courant 2014. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce retour d'expérience? Est-ce que c'était assez clair sur l'utilisation qu'on fait de CRM Dynamics et sur le... Bon, parfait. Alors, merci beaucoup. Alors je vais me permettre, Rémi, de te poser quelques questions justement suite à cette présentation. Par rapport au cloud aujourd'hui, est-ce que en tant que DSI, tu as une stratégie particulière où en es-tu dans cette réflexion et quels sont le type d'applications qui sont éventuellement passables en cloud ou en SaaS? Alors, bon, faut juste tenir... Enfin, avant de répondre à peut-être la question de la stratégie, je veux juste quand même donner quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, on est hébergé chez un opérateur qui est OBS, en salle blanche. Donc en fait, on avait déjà pas mal d'installations, toute l'informatique était déjà en place. On était propriétaire de nos machines, de nos applications. Donc on part d'un historique où on a finalement peu externalisé et où la stratégie de mise en place du cloud, elle est un peu à construire un peu from scratch. Mais moi, mes objectifs essentiellement sur le cloud, par rapport au cloud, c'est plutôt sur des logiques d'agilité, de flexibilité. Et notamment quand j'ai des populations d'utilisateurs qui vont être un peu dispatchés soit partout en France, soit même à l'étranger. Pour moi, ça fait effectivement un intérêt de pouvoir avoir une solution accessible à peu près n'importe quand, n'importe où. Et donc du coup, je cible dans mes premiers éléments de stratégie la brique CRM, parce qu'aujourd'hui, on est sur une techno qui est tout à fait éligible. Mais ça peut être aussi mes sites web, ça pourrait être... j'ai quelques enjeux de développement de business aussi, avec des offres qu'on veut en mode
en mode un petit peu, pour tester certaines offres par rapport au business. Enfin, on fait pas mal d'offres, par exemple sur le filaire avec des partenaires. On pourrait être amené, dans le cadre de ces offres-là, de vouloir un peu tester la réactivité du marché par rapport à ces offres-là, grâce à du cloud, parce que c'est peut-être plus simple à déployer, et que si jamais on veut arrêter l'activité, ou on veut passer à une échelle haute d'industrialisation, on peut se poser des questions. Enfin, ça peut être une bonne réponse à ces enjeux-là. Donc pour moi, c'est vraiment les enjeux de flexibilité, d'accessibilité, mais aussi potentiellement de ce que le cloud peut apporter dans l'aide au développement du business et de réactivité. Merci Rémi. Alors justement, nous allons continuer sur ce sujet pour essayer d'avoir une vision de ce marché du cloud en France, qui aujourd'hui clairement est rentré dans les mœurs et envisagé par l'ensemble des DSI. Nous avons une étude qui a été financée entre autres par Numergy, qui s'appelle l'étude Cloud Index, donc qui date de juin 2013. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, 33% des entreprises et des établissements publics interrogés déclarent recourir à des services de cloud computing. Alors ça se distribue de façon assez diverse, mais on peut résumer aujourd'hui en disant que les applications qui sont sur le cloud sont de plus en plus sensibles. Il y a des applications de ressources humaines, notamment sur la paye, où on pourrait s'attendre que ce soit extrêmement secret ou que les gens soient réticents. Et en fait, c'est les premières applications qui sont aujourd'hui sur le cloud. Et pour ce qui concerne le CRM, dans l'échantillon de clients, ça représentait à peu près 24% des applications qui étaient accessibles en mode SaaS. Donc aujourd'hui, on est face à un marché qui se développe et qui arrive à une forme de maturité. Aujourd'hui, pourquoi les DSI choisissent le cloud? En premier lieu, pour la flexibilité. C'est exactement ce que disait Rémi tout à l'heure. Pouvoir facilement accéder à de nouvelles solutions, expérimenter des produits, de nouvelles offres en recourant à des applications qui sont déjà prêtes, même si le volet réduction de coûts arrive juste après, il n'est plus le premier élément de choix du passage au cloud comme ça a pu l'être par le passé. Alors il existe quand même quelques freins à l'adoption du cloud. Beaucoup d'entreprises ont encore un certain nombre de questions qu'elles se posent sur ce sujet-là. Et cette étude a permis de les voir. Donc en premier lieu, les problèmes de sécurité, le manque de solutions adaptées aux différents métiers, les gains financiers qui quelquefois ne sont pas faciles à démontrer, une transition qui peut être assez complexe, et ensuite la performance même des solutions. Donc ce qu'on voit, c'est que la plupart de ces freins peuvent être minimisés si on a le bon accompagnement. Et on insiste sur ce point, l'adoption du cloud, ça peut être un processus progressif, mais en tout cas, ça doit se faire aussi avec des partenaires, que ce soit les prestataires ou l'hébergeur, parce qu'il faut arriver à bien prendre en main le portefeuille applicatif, choisir comment le transférer et aboutir à un choix qui minimise tous ces freins. Pour les problèmes de sécurité, on y reviendra tout à l'heure à travers la présentation de Patrick de Buspesquet, qui est plus qualifié que moi sur le sujet. Donc aujourd'hui, les entreprises se rendent compte que passer au SaaS, ce n'est pas seulement prendre une solution qui est sur un site web, payer avec sa carte bleue et disposer d'une application. Alors certaines applications très simples permettent de le faire, mais lorsqu'on parle de solutions un peu plus complexes comme des systèmes métiers ou des solutions CRM qui ont une couverture fonctionnelle assez large comme Dynamics CRM où on retrouve à la fois la gestion commerciale, le marketing et tout ce qui est service après-vente, il faut quand même un minimum d'accompagnement. Et pourquoi l'accompagnement? Parce qu'on a quelquefois besoin d'intégrer son système avec le SI existant, même si on est sur le cloud. Aujourd'hui, les technologies le permettent. Il faut pouvoir choisir la bonne solution pour le software as a service. Il faut un conseil pour accompagner à la fois la conduite du changement
et l'adaptation de l'ensemble de l'organisation, que ce soit la DSI ou les utilisateurs eux-mêmes. Et enfin, il faut pouvoir apporter un minimum de personnalisation dans les applications, même si le cloud est fait pour être une sorte de prêt-à-porter, il faut quand même avoir un minimum de capacité de personnaliser l'application pour que la transition se fasse dans les meilleures conditions. Donc ce sont tous ces points qui nous font dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont une approche mûre du cloud savent qu'elles ont besoin d'accompagnement et que cet accompagnement, ça passe par le choix de son partenaire, prestataire et hébergeur. Il y a un autre point qui fait partie des freins qui revient souvent, c'est la partie juridique. Donc je ne suis pas juriste, mais je vais rappeler un certain nombre d'éléments qui sont importants dans le choix qu'on fait de sa solution cloud. La localisation des données d'une manière générale et la réversibilité sont les points clés. Pour ce qui concerne la localisation des données, ce qu'on constate, c'est que lorsque les données sont en dehors du territoire européen, il n'y a pas d'obligation de protection particulière. Les données peuvent être considérées quasiment comme appartenant à l'hébergeur, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on est dans le cadre de la législation française, où les données confiées à un tiers restent quand même la propriété du client et la loi interdit aux prestataires de les divulguer sans l'accord du client. Donc c'est un point qui est extrêmement important et on a vu un certain nombre de problèmes qui se sont passés récemment et qui posent directement la question de la localisation des données, de la responsabilité des données et de leur droit de propriété. Pour ce qui est de la réversibilité, c'est indépendant de la localisation des données, mais ça reste un point clé pour le choix de sa solution sur le cloud, sachant que ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui juridiquement normé, donc il faut s'assurer à travers le contrat qui est signé avec son partenaire de la réversibilité de sa solution, quelles sont les garanties qui sont apportées, est-ce qu'il y a un vrai accompagnement, est-ce que mon prestataire est réellement le maître d'œuvre de sa solution. C'est extrêmement important. Si le prestataire n'est qu'un intermédiaire entre votre localisation de données, votre application, et vous fait une offre packagée où au final vous avez plusieurs responsables, vous n'êtes jamais dans le cadre d'une réversibilité que vous pouvez maîtriser. Alors quand tout se passe bien, ça va, sauf que le jour où vous avez un souci, il faut quand même pouvoir être défendu dans des conditions qui soient claires. Alors pour tous ces points, le choix, encore une fois, du prestataire et de l'hébergeur sont extrêmement importants. Nous parlons de CRM, mais c'est valable quel que soit le type de solution SaaS qu'on adopte. Donc nous insistons, nous, que pour choisir son CRM, il faut bien valider les éléments juridiques de localisation, de législation et d'hébergement, vérifier les points sur la réversibilité, avec un ensemble de points qui sont plus directement liés à la partie applicative, c'est-à-dire est-ce que cette solution elle est supervisée, avec quel taux de disponibilité, quels sont les services d'assistance qui l'accompagnent, comment est organisée la formation, est-ce qu'on peut personnaliser la solution, est-ce que la couverture fonctionnelle est complète. On peut très bien démarrer avec une solution SaaS qui est très simple au départ, mais la plupart des entreprises évoluent dans le temps. Donc si la solution n'est pas adaptable, si elle n'a pas de couverture fonctionnelle profonde, en grandissant, quelquefois vous pouvez trouver les limites de votre solution SaaS et vous êtes obligé à ce moment-là de changer de solution et de migrer vers d'autres solutions et ça peut être plus ou moins compliqué, surtout si vous n'avez pas une réversibilité qui tient la route. Donc c'est un point extrêmement important. Et ensuite, il y a la montée de version. Il se trouve que beaucoup de prestataires qui vous hébergent sur une solution SaaS sont obligés de faire évoluer les applications et quelquefois vous êtes obligé de migrer parce que l'éditeur a besoin de migrer sa solution. Quel est le choix que vous avez dans cette migration? Est-ce que je vous fixe une date à l'avance et je vous dis vous avez 2 mois pour migrer, débrouillez-vous pour former vos utilisateurs parce que moi je ne peux pas me permettre d'avoir plusieurs versions? Ce sont des éléments extrêmement importants. Voilà. Donc c'est pour ça que passer au cloud, ça demande un minimum de précautions. Et pour tous ces points-là, nous avons décidé d'avoir une proposition de CRM sur le cloud alternative qui essaye de simplifier ces différents points pour les clients parce que notre offre, elle est packagée entièrement, elle est sous la maîtrise d'œuvre complète d'Acheli. Ça veut dire qu'on maîtrise la solution,
On apporte une profondeur fonctionnelle importante parce qu'elle est basée sur la solution Microsoft Dynamics CRM, qui est un CRM complet et qui est reconnu par la plupart des utilisateurs dans le monde et qui est fait par un éditeur reconnu qui est Microsoft. L'hébergement qui est sur le cloud français avec Numergy, localisation des données en France, confidentialité et un cadre juridique qui est maîtrisé sur le territoire français, et l'accompagnement d'HLI pour avoir une réversibilité de vos données sur des formats exploitables, un accompagnement, une assistance de proximité, et ça peut permettre même à des administrations, par exemple, qui ont besoin de disposer de leurs données en France, d'adopter des solutions de ce type-là. Pour revenir plus précisément sur la partie sécurité, je vais laisser la parole à Patrick de Buspesquier qui va nous parler de la solution Numergy. Merci pour la transition. Donc, je vais vous parler rapidement de Numergy. Donc, je me présente, je m'appelle Patrick de Buspesquier, j'ai la fonction de directeur technique ou DSI, ça dépend des moments dans la journée. J'ai rejoint Numergy qui est une toute neuve entreprise puisqu'elle est née l'année dernière au mois de septembre. Donc je vais vous parler d'un parcours et déjà d'un certain nombre de succès. Parmi ceux-là, notre présence aujourd'hui aux côtés d'HLI. Donc la proposition de valeur de Numergy, je vais vous la faire parcourir avec quelques éléments de repère extrêmement importants. Le premier, c'est quels sont nos actionnaires de référence, quels sont les choix que Numergy a opérés sur l'année qui vient de s'écouler. Avant de s'envoler vers le cloud, il y a un certain nombre de critères qui ont été déjà un petit peu balisés pendant les deux présentations. Le cloud, pourquoi, comment, quel type de service on peut en attendre, et puis enfin rappeler quand même qu'après quelques mois d'existence, un certain nombre de grands acteurs nous ont déjà fait confiance, parmi ceux-là HLI évidemment, puisqu'on nous les représentons aujourd'hui dans le cadre de l'hébergement en cloud que nous avons mis en place. Donc quels sont nos partenaires? Pour faire un tout petit peu d'histoire, nous sommes nés en fait de la volonté du gouvernement français au travers du programme ou du projet qui s'appelait Andromède, de faire naître, on va dire, deux opérateurs, puisque la concurrence a du bon, est capable d'amener finalement le meilleur de la technologie au meilleur prix, puisque c'est le principe de l'ouverture à la concurrence. Donc pour ce qui nous concerne, dans le cas du projet Andromède, en fait, 3 actionnaires ont fondé les modalités de financement qui constituent la bourse de Numergy. Le premier d'entre eux, il s'appelle SFR, c'est le plus important, avec 47% de présence au capital. La Caisse des dépôts et consignations, membre armé, s'il en est, de la banque de représentant l'État français. Et enfin, un actionnaire très particulier qui est capable de marier à la fois la haute technologie, l'innovation et en même temps une présence, un enracinement présent au sein de l'Hexagone, mais aussi au-delà des frontières, donc en la présence de Bull. Donc ces 3 actionnaires, en fait, nous amènent aujourd'hui une structure de capital qui a été dotée de 225 millions d'euros. Et notre volonté et notre décision a été de développer un modèle commercial complètement indirect. Donc c'est un vrai pari. Dans le monde du cloud aujourd'hui, très peu d'entreprises ont démarré ce type d'activité avec un réseau de partenaires, et je vous montrerai tout à l'heure parmi ceux-là quelques partenaires extrêmement importants qui constituent notre activité au quotidien. Enfin, en termes d'ambition, Andromède, ce n'est pas simplement la capacité à doter financièrement une entreprise, mais c'est aussi une ambition d'occupation du territoire, une ambition de développer de l'emploi, de connecter la croissance des toutes petites entreprises en difficulté de financement. Et je pense que je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais aujourd'hui, la manière de gérer sa trésorerie et ses investissements de fonds est devenue tellement difficile pour les entreprises qu'il fallait un relais, un industriel capable d'apporter, on va dire, des réponses ponctuelles, tout comme tout à l'heure il a été précisé, on est engagé sur un paiement à la demande, sur une qualité de service et sur un respect de qualité de service. Pour ce faire, donc aujourd'hui, Numergy s'est entouré de 70 partenaires que l'on peut distinguer en quelques familles, des intégrateurs, des revendeurs, des sociétés de services. Alors on a changé leur nom dernièrement, ça s'appelle des ESN maintenant. J'espère que tout le monde va s'y retrouver. SS2I, c'était pratique, on était habitués. Bon, ESM, ça veut dire à peu près la même chose. Et puis quelques éditeurs, alors chez les Américains, on appelle ça les ISV. Ici, on appelle ça des éditeurs indépendants, ou en tout cas capables de créer de la valeur autour du logiciel. Une couverture nationale pour plus de proximité, c'est tout l'intérêt d'avoir développé un réseau de partenaires. Puis des partenaires spécialisés, parce qu'on pense que sans spécialisation, il n'y a aucune manière de connecter l'expression des besoins de ligne métier des entreprises et la capacité à les caractériser et à les rendre viables. Alors,
parmi tous ces partenaires, j'ai quand même mis en avant HLI, puisqu'il me paraît absolument indispensable de rappeler qu'on est là autour d'un partenariat où la solution d'HLI dépend de l'infrastructure que Numergy fonde tous les jours, développe, mais aussi au service d'autres partenaires qui adressent un certain nombre d'autres besoins, mais qui tournent principalement autour de l'infrastructure de service. Alors en quelques années, ou en quelques mois, je dirais plutôt, le repère, 85 collaborateurs ont rejoint Numergy depuis le début de l'année. Pour l'anecdote, nous étions 5 quelque part au mois de décembre. Donc vous voyez que la croissance de Numergy en termes de recrutement n'a rien à voir à ce que l'on peut entendre tous les jours ou lire tous les jours dans la presse. Donc nous sommes dans une capacité de croissance forte. On a fait appel à des grands talents qui partent du développement jusqu'à la fonction commerciale, en passant par le marketing, la finance, les ressources humaines. Nous avons su monter un laboratoire et quelque chose d'extrêmement important dans le cadre de l'accompagnement que nous permettons, et en tout cas sur le saut de la confiance que nous avons mis en place avec HLI, ce qu'on appelle en langage d'informaticien un SOC, un Security Operation Center, ou en tout cas un centre de contrôle de la sécurité, capable d'adresser les 3 niveaux de sécurité qui sont le hacking de week-end d'un certain nombre d'étudiants, le hacking organisé de sociétés qu'on pourrait classer criminelles ou mafieuses, et puis le hacking aussi d'État, l'intelligence économique étant passée par là pendant l'été. Je pense que ça ne vous a pas échappé que Prism a complètement rendu évident que l'usage des données et sa protection juridique étaient absolument indissociables. Donc là encore, nous avons mis en place des outils qui permettent de garantir à ceux que nous hébergeons, mais aussi une garantie de confiance sur le fait que les données sont certes hébergées en France, mais qu'elles sont protégées d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous disposons d'une capacité technologique de 12 500 VM, donc de ce qu'on appelle un container virtuel qui permet de démarrer des services et des serveurs à la demande en fonction de critères définis par notre client et en fonction de contrats de service que nous allons signer avec lui. Alors avant de partir vers le cloud, quelques rappels. Prédictibilité des coûts, essentiel. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont dû utiliser les services qu'on trouve chez les grandes plateformes américaines. Le fort de leur offre, c'est certainement pas la prédictibilité des coûts. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a signé pour un engagement de X et à la fin du mois, le Y, il ne ressemble pas toujours à ce qui avait été initialement convenu. La réversibilité, tout à l'heure ça a été précisé, extrêmement importante de savoir dans quel cadre je restitue mes données et dans quel cadre l'usage de ces données reste bien privatif et à la seule disponibilité du client ou du partenaire qui nous les a confiés. Performance, sécurité, disponibilité, être capable de fournir une infrastructure avec un plan de reprise et un plan de continuité d'activité indispensable et une garantie absolue de la localisation des informations ou des données qui nous sont confiées. Alors pour ce faire, nous avons bâti nos infrastructures. Il faut quand même penser au départ que nos serveurs sont hébergés dans ce qu'on appelle des data centers. Aujourd'hui, le niveau de certification ou de qualité de ces data centers, on trouve 4 niveaux. Deux niveaux extrêmement forts. Le tier 4, très peu présent en France, moins de 3 sites en France. Le tier 3+,5, c'est ce que vous trouvez dans les grandes banques, là où vous confiez votre argent, que ce soit au Crédit Agricole, BNP, Société Générale et ailleurs. Ils ont ce type de data center. Tier 3+, ça veut dire qu'on a un doublage de l'énergie électrique, un renfort de la climatisation, une gestion des couloirs chauds et des couloirs froids, ou des points chauds et des points froids des data centers. Tout ceci est aujourd'hui au service de Numergy dans les data centers où sont hébergés nos serveurs. La localisation des data centers, tous les data centers de Numergy aujourd'hui sont opérés en France et positionnés en France. On verra tout à l'heure leur emplacement. Comment on assure le cloisonnement ? Évidemment, on a utilisé des structures de réseau qui permettent évidemment de ne pas mélanger un client avec un autre et de garantir que la capacité à percer les résistances que nous avons mis en place sont quasiment impossibles, voire extrêmement difficiles. Et en tout cas, grâce à notre centre de contrôle de sécurité, il est quasiment impossible de violer, on va dire, ces règles d'administration de réseau que nous avons mis en place. Data center, aussi un élément de confiance, moins de 400 km, donc ça garantit, je pense que ça ne vous a pas échappé. La semaine dernière, la Fed a annoncé quelque chose. 7 millièmes de seconde après, ou avant l'ordre, la latence a permis à un certain nombre de banques de gagner énormément d'argent avant même que la Fed ait eu le temps de finir la fin de son annonce. Ça passe par quoi ? Ça passe par une qualité des réseaux absolument maîtrisée et une proximité du centre qui va effectivement trader.
Donc pour ce qui nous concerne, la garantie qu'on vous apporte, moins de 400 km, c'est un délai qui permet de connecter et de transférer les informations pour pouvoir donner des structures de mirroring qui permettent effectivement de reconstruire une VM si jamais on en perdait une à un endroit, et si on perdait un data center, de pouvoir reprendre l'ensemble du cycle sur un de nos 3 sites. Enfin, la réversibilité des données, c'est quelque chose d'essentiel. Par contrat, nous sommes tenus à restituer les données sans aucun usage particulier de ces données. Elles sont votre propriété ou la propriété du partenaire à qui vous les avez confiées. Le niveau de disponibilité de l'offre, nous offrons aujourd'hui un niveau de SLA, dans l'engagement de service, de 99.9. Juste pour vous donner une petite idée, en tant que directeur technique, sur mes plateformes essentielles, c'est moins de 52 minutes d'arrêt par an. Vous imaginez le nombre de correctifs appliqués sur des structures logicielles que nous gérons, ce n'est pas un patch par an, c'est des centaines de patchs qu'il faut tout le temps appliquer, autant sur les couches de sécurité que d'administration, que d'hypervision. Tout ceci en moins de 52 minutes par an. Donc ça demande un niveau de haute disponibilité et de maîtrise absolue de ce qu'on appelle la gestion des changements. La gestion des changements, c'est ce qui garantit le SLA sur lequel nous sommes engagés avec vous, avec des pénalités financières si nous ne respectons pas ce genre de choses. Un engagement de disponibilité, comme je viens de le dire, accordé et associé avec des pénalités financières. Une plateforme robuste. Aujourd'hui, la plateforme Cooper Numergy, c'est celle que vous trouvez chez 80% des clients du monde de la banque, de l'assurance, du transport, de l'énergie. C'est donc un socle robuste sur lequel il n'a pas besoin de transformation. Lorsqu'on prend une machine virtuelle tournée sur un hyperviseur très connu, aujourd'hui il s'agit de VMware, ESX, on est capable de le porter sur les grilles de Numergy sans aucune espèce de difficulté. Enfin, la facturation, élément essentiel du cloud computing, contrairement à un hébergeur où vous êtes engagé sur plusieurs mois, plusieurs années, ça va dépendre, avec des modalités de contrôle, des points de révision, des points d'atterrissage qu'on peut fixer annuellement, trimestriellement, semestriellement. Je dirais que nous sommes engagés sur un paiement à la demande et à l'usage. Vous ne payez que ce que vous avez consommé. C'est le principe même du modèle économique du cloud, et ça c'est extrêmement important lorsqu'on veut être capable de faire des propositions de valeur, capable d'attirer à la fois les grandes DSI, comme les entreprises de taille moyenne, ou les TPE qui ont autant besoin de fiabilité sur leur informatique que n'importe quel autre groupe. Donc ceux qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, eh bien quelques grands noms, la mairie de Paris, la SNCF, Price Minister, le business de Price Minister est en ligne, il n'y a pas de boutique Price Minister, par contre vous pouvez acheter tous les jours chez Price Minister, donc ça demande de l'élasticité, de la fiabilité, de la présence, du contrôle d'efficacité. Et puis RG System, FH et HLI font partie des gens, des entreprises qui nous ont fait confiance sur la base de nos installations, sur les engagements que nous avons pris et sur le sérieux que nous avons mis autour des certifications. Nous avons démarré l'hébergement de santé, donc ça veut dire un très haut niveau de confidentialité de l'hébergement de ces données, mais aussi un cercle de certification autour de ISO 27001, qui est la certification de sécurité qui garantit que ce que je dis, je sais le faire et je le fais suivant ce que j'ai dit. Voilà, je vous remercie. J'attends vos questions avec impatience. Et grâce à HLI, j'ai pu montrer les services que Numergy offre et continuera d'offrir à tout l'écosystème économique français. Merci. Merci Patrick, merci Rémi. Si vous n'avez pas de questions suite à cette présentation, je peux juste vous dire que le stand HLI est le stand de D7, et vous pouvez passer nous voir éventuellement. Et notre solution CRM s'appelle Exanergy CRM, donc disponible sur un site web facile à trouver. Vous pouvez voir l'offre hébergée actuellement chez Numergy et qui est lancée à travers ce salon. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.